Je suis David Lucier, je suis le directeur scientifique d'Avantage. Merci d'être ici aujourd'hui. Donc aujourd'hui, vous le savez peut-être, c'est la Journée internationale des personnes âgées. Ça a été déclaré la Journée internationale des personnes âgées par l'Organisation des Nations unies. C'est le 1er octobre à chaque année. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a décidé de parler de discrimination et aînés parce qu'on trouvait que ça allait bien dans le thème de la Journée des Nations unies. Le thème de l'année aujourd'hui... Le thème de cette année pour la Journée des personnes âgées qui a été décrétée par l'ONU, c'est « Durabilité et ouverture aux personnes de tous les âges dans l'environnement urbain ». Donc, c'est un petit peu différent de ce dont on va parler aujourd'hui, mais je pense que c'est toujours intéressant de parler de discrimination. On a invité Ban Ki-moon, évidemment, à venir aujourd'hui, le secrétaire général de l'ONU, mais il n'était pas disponible parce qu'il recevait les chefs d'État du monde entier. Je trouve peut-être pas les priorités à la bonne place, mais enfin, il nous a envoyé un message qu'il a aussi envoyé à l'humanité entière, mais je pense qu'il pensait surtout à nous, je vais vous le lire. Il disait « Ouvrir les villes aux personnes âgées signifie qu'il faut créer pour elles des possibilités de participation économique et sociale dans un environnement accessible et sûr. Cela suppose aussi de leur assurer un logement abordable ainsi que les services de santé et les services sociaux dont elles ont besoin pour vieillir dans leur environnement. » Donc, aujourd'hui, c'est pour ça que comme c'était la Journée internationale des personnes âgées, on a pensé que c'est une bonne occasion pour s'informer puis débattre sur les causes puis les conséquences de l'âgisme, puis de présenter des solutions à l'étude au Québec pour contrer les discriminations intergénérationnelles. Donc, comme je disais, c'est une conférence débat, donc vous serez appelés à prendre la parole puis à participer activement à la discussion si on veut que ce soit intéressant. Comme je le disais aussi, on est heureux aujourd'hui de présenter des étudiants de 5e secondaire des collèges Brébeuf et Notre-Dame qui ont accepté notre invitation pour prendre part à la discussion. Ils disaient qu'ils ont été nommés volontaires par leurs professeurs pour participer, mais ils sont bien préparés parce qu'ils ont rempli des questionnaires, donc ils sont préparés à pouvoir répondre aux questions que notre conférencier va leur poser. Donc, on a les étudiants de Notre-Dame ici qui sont ici, nous en avons 4. Puis nous attendons les étudiants de Brébeuf. Donc, juste avant de débuter, c'est notre petite promotion. Vous rappelez que nos formations débutent lundi prochain, le 5 octobre, sont offertes sur 8 semaines et plus, donc sont admissibles pour le crédit d'impôt du gouvernement provincial pour les personnes de 70 ans et plus, pour les activités culturelles, artistiques ou physiques. Il y a certaines activités, certaines formations qui affichent déjà complet, mais on a encore quelques places pour les suivantes. Donc, votre plancher pelvien au travail, c'est une formation qui est dédiée aux femmes, qui est une formation qui permet de mieux comprendre la problématique de l'incontinence urinaire, qui est fréquente, mais qui demeure taboue, et de vivre des améliorations concrètes au quotidien. Donc, cette formation-là est offerte les mercredis à 11h30 à partir du 7 octobre. La formation MEMO. MEMO, c'est un programme qui vous informe sur les facteurs qui nuisent au bon fonctionnement de la mémoire et qui présente des stratégies pour mieux retenir l'information. MEMO est basé sur des résultats d'études qui ont démontré qu'il est possible pour les personnes âgées d'améliorer l'efficacité de leur mémoire. Donc, MEMO, c'est les lundis de 9h30 à 11h du 5 octobre au 7 décembre. Le yoga sur chaise, une série d'exercices qui combinent relaxation, respiration et posture pour accroître son niveau d'énergie, sa souplesse et sa force. Donc, le yoga sur chaise permet à la fois de prévenir la douleur et d'entretenir sa santé physique au quotidien. Le yoga sur chaise, on voit les horaires ici, donc les mardis et les lundis. On a des ateliers. Les ateliers, ça se déroule habituellement sur quelques séances. Donc, si on n'a pas le temps d'assister à des formations, ça peut être une bonne façon de participer quand même aux activités. Activités physiques, si vous voulez commencer des activités physiques, mais vous ne savez pas comment commencer, on a des ateliers qui peuvent vous montrer comment vous y prendre. On a aussi un atelier sur les tablettes électroniques, comment apprendre à se servir d'une tablette, ou surtout, encore si on l'utilise déjà, mais qu'on veut apprendre à bien utiliser toutes les ressources des tablettes, on a des ateliers sur le sujet. Comment s'inscrire? C'est toujours de la même façon. Vous pouvez venir nous voir à la sortie de la conférence. Vous pouvez vous inscrire par téléphone ou par courriel. Les prochaines conférences, le 15 octobre à 16h, Résilience chez les personnes âgées. C'est Dr Gloria Gilliou, qui est médecin, qui est bioéthicienne, qui va nous présenter ce sujet-là. Ça se faire en collaboration avec l'Observatoire Vieillissement et Société. Le 5 novembre, Comment prévenir les chutes? Dr Joanne Filiatro. Le 12 novembre, un sujet dont on parle beaucoup, les caméras cachées en CHSLD. On va l'aborder surtout d'un aspect éthique.
Le 3 décembre, les directives médicales anticipées qui sont prévues dans la loi sur les soins de fin de vie, qui va entrer en vigueur le 10 décembre. Donc, c'est le Dr Yvette Lajeunesse qui va nous dire comment on peut faire des directives médicales anticipées puis pourquoi on devrait le faire. Puis enfin, le 10 décembre, la contribution des aînés à la vie socio-économique et culturelle, ça se fait en collaboration aussi avec l'Observatoire Vieillissement et Société. Donc, comme d'habitude, on remercie nos partenaires, sans qui ce ne serait pas possible de présenter ces conférences gratuites. Donc, la Fondation Institut de gériatrie de Montréal, le groupe Maurice, le Centre de recherche de l'IUGM et l'Observatoire Vieillissement et Société. Une invitation plus spéciale à lancer aux gens qui habitent à Outremont. On a 2 représentantes de l'équipe d'Avantage qui vont être présentes, avec aussi des représentantes du Centre de recherche de l'Institut de gériatrie, samedi 3 octobre, donc samedi prochain, entre 13 et 16 heures au Salon des aînés, qui est organisé par la table de concertation des aînés d'Outremont. Donc, on vous invite à visiter notre kiosque dans le cadre de cette après-midi d'activité. Donc, vous allez pouvoir vous renseigner sur les ressources disponibles dans la communauté en termes de loisirs, de santé, de sécurité et d'autres services pour les personnes âgées. Donc, si vous ne voulez rien manquer de nos activités, vous pouvez vous inscrire à notre infolettre ou vous abonner à notre nouvelle page Facebook qui a beaucoup de publications. Donc, je pense que c'est très intéressant. Ça vous donne aussi les liens là, pour les conférences si vous les avez manquées. Toutes nos conférences sont maintenant présentées sur YouTube. Donc, maintenant, passons au programme principal. Je voudrais vous présenter notre conférencier d'aujourd'hui qui a gentiment accepté de venir nous parler de discrimination et aînés, M. Sébastien Richard, qui est titulaire d'une maîtrise en philosophie de l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Juste à entendre le nom de l'université, il me semble que ça me fait rêver. Il me semble que je ne serais pas souvent au cours si j'étudiais là. Il est aussi titulaire d'un doctorat en sociologie de l'Université de Montréal et de l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, chargé de cours au département de sociologie de l'Université de Montréal, puis responsable du cours sociologie du vieillissement au département de sociologie de l'Université de Montréal. Donc, M. Richard va nous parler de discrimination et aînés. Et comme je disais, ça se veut vraiment interactif, donc il va vous demander d'interagir avec lui. Merci. Oui, on peut applaudir M. Lucier. Donc, bonjour à tous, presque bonsoir, puisqu'il est déjà presque 5 heures. Donc, je me présente, je m'appelle Sébastien Richard et je suis effectivement chargé de cours au département de sociologie à l'Université de Montréal. Ça me fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je suis un petit peu malade, donc si jamais vous n'entendez pas bien la voix, vous voulez qu'on monte un peu le son, c'est ça? C'est possible? Où est le monsieur du son? On peut monter un peu le son. Je ne suis pas très bon pour parler directement dans le micro. Donc, n'hésitez pas à vous manifester si vous n'entendez pas bien, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Donc, le monsieur va monter le son. Ça va être plus facile. Donc, je voulais d'abord remercier évidemment l'IUGM de m'avoir proposé de venir faire cette conférence-là. D'habitude, je parle devant un public relativement jeune, de jeunes étudiants et jeunes étudiantes. Donc, ça me fait très plaisir de venir parler des problématiques liées aux aînés avec des personnes qui, justement, peuvent en rencontrer au quotidien. Et donc aujourd'hui, je suis là pour vous parler de l'agisme et de manière plus générale des solutions qu'on peut trouver à l'agisme et du phénomène de discrimination envers les aînés. Donc j'ai monté cette conférence et c'est aussi pour ça que je trouvais ça très intéressant de faire ça le jour de la journée internationale des personnes âgées pour essayer justement de mettre un terme un petit peu à une opposition qui existe entre 2 groupes d'âge, à savoir les jeunes et les aînés. Et donc, on a essayé de faire ça interactif en invitant des personnes des collèges avoisinants, donc Jean de Brébeuf et le Collège Notre-Dame, que je remercie d'être ici, et évidemment vous, qui faites partie du public et qui avez aussi votre mot à dire. Donc, n'hésitez pas à vous manifester. Il y a un micro qui va circuler, que vous allez pouvoir utiliser, à partir duquel vous allez pouvoir répondre aux questions. Et vous allez voir qu'on va essayer progressivement, ensemble, de réfléchir à cette question-là de l'agisme, puisque c'est une question qui, en plus d'être très d'actualité, est relativement complexe. Et donc, c'est bien de pouvoir réfléchir en communauté, on va dire, à ces problèmes-là. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est d'abord et avant tout, qu'est-ce qu'on entend par agisme? Vous allez voir que la définition est peut-être simple au départ, mais dans les faits, c'est relativement complexe à analyser, et notamment parce que ça se joue à plusieurs niveaux. Donc, on va voir que l'agisme, c'est pas quelque chose qui a une solution simple. C'est pas quelque chose non plus que l'on ressent simplement à un seul niveau en société. La sociologie s'intéresse notamment à la question des représentations sociales, et donc on va insister là-dessus pour voir qu'on a une certaine représentation de la vieillesse, du vieillissement, qui est un des éléments qui crée de l'agisme dans la société.
On prendra un exemple, on fera un petit exercice interactif ensemble, où on va voir différentes publicités et on va essayer de réfléchir à quel niveau finalement ces publicités-là sont ou pas des publicités qu'on caractériserait comme agistes. Et on verra différentes figures de l'aîné qui sont représentées dans ces publicités-là. Ensuite, on s'attardera évidemment aux causes de l'agisme, et c'est là qu'on réfléchira aussi au fait que pour traiter des causes de l'agisme, on ne peut pas simplement en traiter une à la fois, il faut toutes les traiter en même temps, ce qui rend évidemment la prévention assez compliquée. Et finalement, je vous présenterai un petit peu certaines initiatives qui sont prises au Québec depuis notamment les 5 dernières années pour essayer de lutter contre l'agisme. Et je vous parlerai d'une piste de solution qui est celle que je privilégie dans mes recherches et qui est celle que la sociologie à l'heure actuelle essaye de creuser, avec l'idée justement de repenser le vieillissement et pour le situer dans une continuité d'un parcours de vie, dans la vie dans son ensemble, et pas simplement comme une étape en bout de ligne finale qu'on ne souhaiterait pas finalement voir arriver. Donc on va y aller tranquillement. N'hésitez pas à vous manifester s'il y a des questions, s'il y a des interrogations. On est là et je suis là principalement pour ça. Voilà, simplement pour renseigner les jeunes qui sont arrivés un peu plus tard de Brébeuf, comment on va fonctionner. Moi, j'ai 3 questions que je vous avais envoyées à l'avance, un petit questionnaire que j'avais envoyé à l'avance à ces jeunes. Et donc, je vais m'arrêter à chaque fois sur chacune des questions. On va essayer d'écouter les réponses qu'ils ont à proposer sur ces questions-là. Et après, on réfléchira ensemble, savoir si ça vous semble pertinent ce qu'ils ont proposé, qu'est-ce que ça peut soulever comme problème, etc. Voilà. Alors, d'abord, une petite définition de l'agisme, une définition qui fait école et qui en fait a été établie par un psychologue, le docteur Robert Butler, dans les années 70, et qui en fait situe l'agisme comme un processus par lequel des personnes sont stéréotypées et discriminées en raison de leur âge. Donc, ce qui est important dans cette définition-là, c'est évidemment l'aspect de discrimination. L'agisme, ce n'est pas neutre. Ce n'est pas quelque chose qui finalement n'a aucun impact dans la société ni sur les individus. C'est quelque chose qui amène à hiérarchiser les individus, à décider que quelqu'un, par exemple, est plus performant qu'un autre, basé sur son âge. Et tout ça, en fait, on va le faire à partir de stéréotypes qu'on va associer notamment à la catégorie de population, au groupe d'âge des aînés. Ça se rapproche évidemment d'autres logiques comme celle du racisme ou du sexisme, qui fonctionne de la même manière. On associe une race à un individu et on va évidemment créer une hiérarchie entre lui et nous. Même chose pour le sexe. On va par exemple dire que les femmes sont moins capables, en tout cas c'est ce que certains prétendent, moins capables de résister à la pression sociale, à la pression dans les milieux de travail et seraient donc moins performantes dans les milieux de travail. Tous ces stéréotypes-là, ces idées préconçues qu'on a, ces images qu'on a dans notre tête, vont nous faire finalement trier la réalité, d'une certaine manière, la réalité sociale, et on va être amené à exclure, à discriminer certains individus, dans le cas de l'agisme, sur la base de l'âge. Alors, quelque chose de très important, et je le précise dès maintenant, l'agisme n'est pas uniquement négatif. Il y a des choses qui sont très positives avec le fait de discriminer sur la base de l'âge. Vous pouvez prendre l'exemple de la retraite, par exemple. La mise en place de la retraite, ça a été fait au départ pour permettre à des personnes qui avaient travaillé 20, 30, 40 ans de prendre un temps de repos sur leurs dernières années de vie, une espèce de récompense que la société leur donnait, basée justement sur leur avancée dans l'âge. Donc ça, c'est quelque chose de très positif qui a été mis en place au départ sur un critère qui est de l'agisme. Donc ça peut être positif. On va surtout insister aujourd'hui sur les aspects négatifs, puisque les aspects positifs, on les rencontre au quotidien, mais c'est surtout évidemment les aspects négatifs qu'il faut essayer de traiter. Et donc, on va s'attarder principalement sur eux. Autre chose aussi de très important, l'agisme fonctionne dans les deux sens. C'est-à-dire que ce n'est pas juste les personnes âgées, les aînés qui sont victimes d'agisme. Les jeunes aussi sont victimes d'agisme. Si je dis par exemple à quelqu'un du collège Notre-Dame, je sais que tu n'es pas capable de te concentrer plus de 10 minutes en classe, parce que tu as 13 ans, 12 ans, 11 ans. J'associe finalement à la jeunesse l'idée qu'on a une incapacité à se concentrer sur un temps aussi court que 15 minutes, par exemple. Donc l'agisme aussi fonctionne de cette manière-là. On va discriminer les jeunes à partir de stéréotypes, d'idées préconçues qu'on a sur cette catégorie d'âge. Donc la question que je vais vous poser et qu'on va essayer d'examiner dans cette première partie de la conférence, c'est quels sont finalement les stéréotypes qui existent envers les personnes âgées et envers les jeunes. Les deux choses sont intéressantes. Donc pour finalement réfléchir à ces questions-là, j'avais posé une première question à nos jeunes, justement, qui sont là avec nous,
en leur demandant finalement de réfléchir à savoir s'il y avait des caractéristiques physiques et psychologiques qui permettent de dire que quelqu'un est vieux. Parce que le premier critère, finalement, quand on rencontre quelqu'un et qu'on cherche à établir son âge, c'est d'essayer de voir si physiquement il y a des choses qui nous renseignent sur son âge, d'une certaine manière. Donc, je voudrais entendre quelques jeunes sur cette question-là. Je ne sais pas si on a un micro qui va circuler pour voir qu'est-ce qu'ils ont à répondre à cette question. Bonjour, désolé. Je m'appelle Emmanuel. Nous trois, avec Léo et Juliette, on est étudiants au Collège Notre-Dame, juste à côté. Je me présente. Moi, je faisais du bénévolat ici l'année passée. Et cette année, j'ai continué. On fait le soutien au repas. Moi, je suis affilié à l'unité 3S. Donc, chaque vendredi, je viens et j'aide les personnes qui en ont besoin à manger puisqu'ils ont perdu leur autonomie. Donc, la question, existe-t-il des caractéristiques physiques et psychologiques qui permettent de dire que quelqu'un est vieux? La question est divisée en deux. Donc, premièrement, physiquement. Donc, je pense que oui, il y a une vieillesse qui est associée à un critère plus physique, donc un affaiblissement qui peut être un affaiblissement du corps, une perte de masse osseuse, un gain excessif de poids ou une perte excessive de poids aussi, des os qui sont très, très, très friables, la peau qui perd de son élasticité. Oui, c'est toutes des caractéristiques qui permettent de dire qu'une personne vieillit. Mais à mes yeux, une personne de 15 ans, 20 ans pourrait physiquement être qualifiée de vieux. Certains d'entre nous ont des conditions ou ne sont pas nécessairement en forme. Donc la vieillesse, à mes yeux, c'est vraiment un concept qui est très... c'est un peu abstrait exactement. C'est flou, c'est pas relatif à un âge, c'est plus à une condition, à un mode de vie aussi. Et psychologiquement. Alors, moi, je pense que psychologiquement, ça se sépare en plusieurs traits. Donc, je pense qu'il y a aussi une façon de penser qui peut être qualifiée de plus vieille, plus jeune. Donc, ça aussi, on peut élaborer là-dessus. Mais je pense qu'on va plutôt y aller sur des caractéristiques qui sont plus psychologiques. Je pense qu'on parle plus de notre mémoire, comment on réussit à s'articuler. Psychologiquement, par exemple, les personnes que je nourris sont pas là. On va le dire clairement, ils sont pas là. Aucune mémoire, j'arrive chaque semaine, ils n'ont aucune idée de qui je suis. Des fois, il y a de la famille qui arrive, c'est le vide total. La personne que je nourris cette année me crie « merde »,« espèce d'imbécile »,« quel con ». Je sais très bien que la personne ne veut pas dire ce qu'elle dit. Donc, ça ne m'affecte pas au point où j'en reviens en braillant parce que je sais que cette personne-là n'est pas présente sur le moment. Donc, il faut faire attention aussi à ça, de ne pas prendre les personnes à la lettre, justement parce que psychologiquement, ils en ont perdu. Il y a une dégradation psychologique que je qualifie de vieux. Mais il ne faut pas généraliser sur toutes les personnes âgées. Par exemple, mes grands-parents qui sont à l'âge de 77 ans ont une mémoire d'enfer, ils se rappellent de tout, ils voyagent. La semaine prochaine, ils vont en Afrique du Sud. En 2016, ils vont aux îles Galapagos. Donc, ces gens-là, je ne les qualifie pas de vieux parce qu'à cause de leur âge, psychologiquement, ils sont présents, physiquement, ils sont présents. Tandis que ceux que je nourris, 95% sont en chaise roulante, certains sont obèses, d'autres sont dangereusement maigres, certains vont crier des insultes. Donc, c'est là où on parle vraiment de vieillissement excessif. Mais là, c'est sûr, il faut trouver la balance entre les deux. Mais principalement, pour répondre à la question en cours, en bref, c'est que des caractéristiques physiques et psychologiques, il y en a plusieurs, et il ne faut pas juste se baser sur un âge. C'est vraiment notre mode de vie, comment on réussit à élaborer notre mémoire et nos caractéristiques physiques. Il y a des personnes très jeunes qui vont pas très bien, qui sont gros, qui sont obèses, qui prennent pas soin de leur corps, qui fait vieillir leur corps beaucoup plus rapidement, comme il y a des personnes de 80 ans qui courent des marathons, qui sont super en forme. Donc, je pense que j'ai fait le tour de la question. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre? Réponse très complète. Est-ce que il y a des commentaires là-dessus dans la salle? Est-ce que vous êtes d'accord d'abord avec ce qu'a dit le jeune homme ici? Moi, j'ai pas retenu le nom. Clairement, d'accord, on est d'accord avec ça. C'est relatif, justement, quand on parle de la vieillesse et du vieillissement, cette idée qu'on doit finalement catégoriser les personnes en fonction d'un âge. C'est d'abord et avant tout quelque chose qu'on fait, pas par paresse, on va dire, mais disons qu'on va faire pour nous simplifier la vie d'une certaine manière. Ce qui est important dans la question, c'est aussi l'idée de voir qu'on va souvent associer les caractères physiques
et les caractères psychologiques. Donc on va dire parce que quelqu'un a des rides, il est forcément moins en capacité de réfléchir. C'est un type de perspective agiste qu'on a souvent. On va associer finalement l'état mental de quelqu'un à son état physique. Et donc on va discriminer par exemple très facilement quelqu'un qu'on considère comme vieux parce qu'il a des cheveux blancs. Vous pouvez faire un test très simple chez vous, ou quand vous prenez le métro par exemple. Quand vous voyez quelqu'un de dos avec les cheveux blancs, vous allez tout de suite penser à quelqu'un qui a un âge avancé d'une certaine manière. Alors que dans l'absolu, quelqu'un peut très bien se teindre les cheveux, avoir les cheveux blancs et avoir 15, 16, 17 ans. Donc on va associer des caractéristiques physiques à un état qui est beaucoup plus psychologique. Et on le fait tous. On n'est pas en position de juger les autres en disant « nous, on ne le fait jamais ». En l'occurrence, on le fait tous et c'est une façon qu'on utilise pour classifier la réalité. Un exemple de ça, c'est par exemple le fait de classifier la population par âge. On va découvrir des tranches d'âge, on va séparer par groupe d'âge la population. On va dire il y a les jeunes, il y a les adultes et il y a les aînés. Mais derrière ces appellations-là, il y a des stéréotypes, il y a des choses qui ressortent qui sont des caractéristiques de ces groupes d'âge. On va par exemple dire les jeunes sont dans une phase de préparation au travail. On va parler de l'école comme finalement cet espace de socialisation. On rencontre des gens, on se forme, on acquiert une éducation pour après rentrer sur le marché du travail. L'âge adulte, on va parler d'une activité qui est beaucoup plus productive. On va associer finalement, on va dire la période de 18 jusqu'à 60 ans, au fait de travailler, au fait d'être finalement quelqu'un qui contribue à la société économiquement à travers son statut professionnel. La vieillesse, par contre, va être souvent associée à un caractère de repli. On va dire la personne, finalement, notamment à travers la retraite, notamment à travers le fait qu'elle arrête de travailler, va être finalement associée à quelqu'un qui se replie de la société. On rentre chez soi, on se replie sur son intimité. Et donc, on va évidemment, contrairement aux deux autres catégories d'âge, avoir tendance à considérer les personnes âgées, les aînés, comme un peu à l'écart de la société. Justement, puisqu'ils ne sont plus productifs en termes de travail, qu'ils ne sont pas dans une phase de préparation, de découverte de la vie comme les jeunes. Et donc, on va les associer finalement à des activités plus sédentaires, à des activités qui vont être surtout centrées sur le foyer. Et donc, on va par exemple décider qu'une personne est incapable de conduire sur des longues distances, simplement parce qu'elle a 70 ans ou 75 ans, ou qu'on devrait lui enlever son permis. Parce que, effectivement, arrivé à un certain âge, on se dit, finalement, c'est pas bon pour elle qu'elle puisse conduire aussi longtemps. Elle ne doit plus avoir les réflexes qu'elle pouvait avoir quand elle était jeune. Et donc, on va construire un ensemble de stéréotypes qu'on va associer à un groupe d'âge, en l'occurrence ici, les aînés. Le processus sur lequel repose cette logique-là, c'est ce qu'on appelle le processus de catégorisation, qui a été beaucoup étudié en psychologie notamment, et en psychologie sociale, et qui consiste en fait à classer les individus, un peu comme on classerait des livres dans sa bibliothèque. On va décider que certains individus rentrent dans des boîtes, d'accord, pour justement nous simplifier la vie, pour donner des repères au quotidien et pour pouvoir nous dire, par exemple, ma mère est en train de vieillir, c'est sûr que je vais pouvoir de moins en moins compter sur elle pour, par exemple, avoir des discussions vraiment animées, ou alors pour s'occuper de mes enfants. Parce qu'elle commence à vieillir, elle commence à souffrir d'une certaine manière. Et donc, on va classifier cette personne-là, on va l'associer à un certain type de comportement. Donc, ça équivaut, en psychologie, on parle du besoin, finalement, de mettre tous ses œufs dans le même panier. On a besoin, en tant qu'individu, de simplifier la réalité sociale, qui est très complexe, qui est d'autant plus complexe quand on parle du groupe d'âge des aînés, pour une raison simple, c'est que les aînés, ça va de 55 à 95 ans, 100 ans, et au-delà, pour ceux qui ont la chance de vivre jusqu'à cet âge-là. Donc c'est très très large. Si vous prenez la vie d'une personne, finalement, le stade de sa vie qu'on va associer à la catégorie d'âge des aînés, c'est presque la moitié de sa vie. Donc, alors qu'au sein même du groupe des aînés, il y a beaucoup de différences. Quelqu'un qui a 55 ans n'a pas du tout, finalement, au niveau physique, la même autonomie que quelqu'un de 90 ans. Pourtant, les deux vont être catalogués comme étant des aînés. Donc on a vraiment ce besoin de mettre tous ces œufs dans le même panier. Et pour ça, finalement, on va créer des catégories dans lesquelles on va mettre à la fois des individus, qu'on va prendre au hasard comme ça dans la réalité, mais également des groupes. On va dire un groupe de personnes. Par exemple, vous rencontrez un groupe de personnes qui fait une marche en montagne avec vous,
Et là, vous voyez des cheveux blancs, vous voyez des personnes qui marchent un peu moins vite. Ben là, vous allez vous dire, ces personnes-là, c'est peut-être des aînés. Donc vous allez catégoriser ces personnes-là comme appartenant au groupe des aînés. Si vous prenez un individu, par exemple, vous allez à un concert de rock, et là, vous voyez un individu qui est beaucoup plus vieux que les autres. Ben là, vous allez l'associer au groupe d'âge des aînés. Donc c'est cette façon de trier finalement la réalité que la sociologie et la psychologie étudient pour remettre en cause les formes de discrimination qu'elle va entraîner dans la société. Donc on voit en fait deux types de discrimination, deux types de façons de séparer les individus et les groupes dans ce processus de catégorisation. D'abord, le fait d'insister finalement sur les ressemblances intra-catégories, dans la catégorie. On va parler de biais d'assimilation qui est fait entre les aînés. C'est un phénomène tout simple. Par exemple, vous rentrez dans un amphithéâtre comme ici, votre premier réflexe, c'est de vous mettre à côté de quelqu'un dont vous pensez qu'il a à peu près le même âge que vous. Vous n'allez pas vous mettre à côté d'un jeune, vous n'allez pas vous mettre à côté d'un adulte, vous allez vous mettre à côté de quelqu'un qui finalement vous ressemble, à partir du critère qui est basé sur l'âge. L'inverse est également vrai. Un jeune va tenter plutôt de se mettre à côté d'un jeune plutôt que de se mettre à côté d'une personne âgée. L'autre manière de trier, c'est évidemment de faire des différences intercatégories, entre les catégories, entre les aînés et les jeunes. Ça, c'est le phénomène le plus répandu. D'accord ? On va avoir tendance à faire ce qu'on appelle du jeunisme dans la société. On va avoir tendance à considérer que tous les individus, finalement, répondent à des critères, par exemple, de performance au travail, qui sont des critères basés d'abord et avant tout sur les jeunes. On va dire, par exemple, quelqu'un est capable de faire 2 heures supplémentaires par jour, sans problème, parce que justement, il a la pêche, il est jeune, il est capable de délivrer, d'avoir de l'énergie, etc. Donc la performance, ça va être associé à ça. Plutôt qu'à l'idée, par exemple, qu'un aîné à 55 ans serait beaucoup plus précis dans son travail, serait beaucoup plus apte, finalement, à avoir un bon jugement, à avoir une bonne expérience, parce qu'il a travaillé beaucoup plus longtemps. Ça, on ne va pas considérer ça comme de la performance. On va dire il est tatillon, il nous embête un petit peu, alors que dans les faits, cette personne-là, elle contribue beaucoup plus au succès d'une entreprise qu'un jeune qui serait certes capable de travailler plus, mais moins bien. Donc, ce genre de différence intercatégorie, on le retrouve en permanence, et vous le retrouvez au quotidien autour de vous. L'objectif, je l'ai dit, c'est de simplifier la réalité sociale en utilisant des stéréotypes. Et ça, c'est bien important de comprendre le rôle des stéréotypes, puisqu'on les retrouve à tous les niveaux dans la société, et de s'entendre aussi sur une définition de ce que sont les stéréotypes. Par stéréotype, on va entendre des images dans notre tête, des choses qui finalement s'intercalent entre la réalité et la perception que nous en avons. Quelque chose de très simple quand on parle des aînés, c'est l'idée que, par exemple, un aîné, quand vous êtes dans le métro, il a forcément besoin de s'asseoir. Mais ce n'est pas toujours vrai. Je veux dire, un aîné, il peut avoir envie de rester debout. Donc, le premier réflexe qu'on peut avoir de se dire, cette personne-là, elle a les cheveux blancs, elle a un peu de ride, peut-être que je devrais lui céder la place, c'est déjà, au départ, appliquer un stéréotype à une personne et changer son comportement en fonction de ce stéréotype-là. Donc, on le retrouve décliné de plein de façons dans la société, et ça va finalement changer le regard qu'on porte sur les autres. On va parler d'une simplification et d'une orientation sélective de nos perceptions. On va choisir finalement de ne pas voir certaines choses, on va choisir d'associer certaines choses qui ne sont pas vraies à des groupes d'âge, justement parce que ça va nous simplifier la vie. Ça va nous permettre, d'une certaine manière, de nous orienter plus facilement. Vous l'avez souvent peut-être déjà vécu avec vos enfants. Vos enfants, quand ils voient que vous commencez à vous essouffler, par exemple, ils vont avoir tendance à vous materner un peu plus, à être un peu plus proche, à vous dire « laisse faire, tu n'es plus capable finalement, c'est moi qui vais m'occuper de ça, ton jardin il est bien, mais tu sais, tu as des problèmes de dos, tu ne peux plus bêcher, il y a certaines choses que tu ne peux plus faire ». Et donc on va avoir tendance à travers ces interactions-là, qui sont à la fois verbales mais aussi non verbales, à accompagner quelqu'un, par exemple, dans l'escalier pour éviter qu'il tombe, etc., à justement séparer les individus les uns des autres. C'est très compliqué quand on est un aîné de voir que ces enfants, tout d'un coup, se mettent à nous considérer nous-mêmes comme des enfants, d'une certaine manière. Un peu comme finalement si on revenait à l'état enfantin du début de notre vie. Donc on a cette idée-là qui est au départ basée sur un bon sentiment de la part des enfants. On veut aider, on veut être là, on veut être présent. Mais dans les faits, c'est plutôt quelque chose qui va amener la personne à se poser des questions. Est-ce que je suis vraiment si vieux que ça ? Est-ce que je suis vraiment plus capable de faire ça ? Donc on a vraiment cette idée-là qui est basée sur les stéréotypes.
Ça m'amène à ma deuxième question que j'avais posée aux jeunes du secondaire. Et là, ce serait bien que quelqu'un d'autre réponde, parce que comme ça, on écoute les réponses de tout le monde. Et qui, finalement, essayait de reproduire un peu une expérience qui a été menée en psychologie, où on a fait passer 2 CV exactement similaires, l'un qui était simplement différencié par un âge jeune, et l'autre simplement différencié par un âge un peu plus vieux. Donc vous avez les 2 CV, les mêmes expériences, même type de profil, etc. La seule différence entre les 2 CV, c'est l'âge. On a fait passer ça à des recruteurs, et je vous présenterai après les résultats de cette expérience-là. Mais j'aimerais entendre justement les jeunes, soit du collège Notre-Dame, soit du collège Jean de Brébeuf, qui vont nous parler de cette idée de se mettre dans la peau du recruteur d'une entreprise. Qu'est-ce que finalement on préfère, un jeune ou un vieux, et pourquoi? Bonjour, alors je m'appelle Juliette et je suis au Collège Notre-Dame aussi, comme Emmanuel. Alors, moi, je suis d'avis que, dans le fond, tout réside dans l'équilibre. C'est bien beau de dire, oui, l'avenir est dans la jeunesse ou les vieux ont plus d'expérience. Ça peut être autant vrai que faux. Si on a juste des jeunes, oui, ils vont peut-être travailler là pendant 50 ans, peut-être qu'ils vont démissionner l'année d'après, mais ils ne savent pas ce qu'ils font nécessairement non plus. Il faut que quelqu'un leur apprenne. Et des fois, les personnes qui ont plus d'expérience, qui travaillent là depuis plus longtemps, c'est un peu plus... Ben, je ne vais pas dire que c'est leur rôle, mais ils sont plus qualifiés pour faire ça. Fait qu'il faut essayer de bâtir une espèce d'équilibre entre les deux. C'est sûr que, genre, si tu te dis, moi, je ne veux pas ségréguer, on va dire, les vieux, alors je vais juste engager des vieux parce que je ne veux pas qu'ils se sentent mal. Mais à un moment donné, si tu engages juste des personnes de 75 ans, ils ne pourront pas travailler toute leur vie dans ton entreprise. Faut balancer un peu. Il faut prendre des jeunes pour leur donner la chance de rentrer sur le marché du travail, d'apprendre. Et autant, il faut aussi laisser les personnes âgées travailler et aider les plus jeunes. C'est pas chacun pour soi, à mon avis. Merci. Est-ce qu'il y a des commentaires là-dessus? L'objectif, c'est de recruter une personne. Le mix intergénérationnel est intéressant, mais si vous devez choisir entre une personne jeune et une personne qu'on va qualifier de vieille ou d'aînée, on va dire, sur quoi est-ce qu'on base le critère? Ça dépend du type d'emploi. Ça dépend du type d'emploi, déjà. Ça demande une forme physique importante. C'est un travail d'analyse. Oui. Alors justement, on va avoir tendance effectivement à associer le travail physique à un travail qui est d'abord et avant tout celui de la jeunesse. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a certaines expériences qui ont été menées dans des laboratoires de fabrication de pièces d'automobiles. Alors on s'est dit, on va demander en fait aux recruteurs d'évaluer justement les CV. Et là, les critères qui sortaient, c'était justement les personnes âgées, finalement, ont du mal à délivrer la marchandise, à soutenir la cadence. Donc on va prendre un jeune. Le problème, c'est que le sociologue qui a mené cette recherche-là, il s'est rendu compte qu'en fait, quand on n'engageait que des jeunes, les pièces étaient de très mauvaise qualité. Alors oui, il y en a plus, mais elles sont mal faites. Donc, ce qu'on a décidé avec l'entreprise, c'est finalement d'essayer de faire ce mix intergénérationnel dont on parlait, où on a une personne qui a 60, 65 ans, 70 ans éventuellement, qui va rester, qui va apprendre aux jeunes finalement à la minutie du travail, le fait de fabriquer des pièces de la meilleure manière possible, qui va lui apprendre les petits trucs du métier d'une certaine manière. Et ça, cette expérience-là, elle est inestimable. On ne peut pas finalement considérer qu'une entreprise peut fonctionner uniquement sur la productivité de ses jeunes, parce que sinon on considère qu'il n'y a pas de savoir qui se transmet d'un employé à un autre. Donc essayer de favoriser le mix intergénérationnel, c'est quelque chose qui est très pertinent pour l'employé. Mais le problème, en fait, en tant que tel, c'est que dans le quotidien d'une entreprise, on va chercher d'abord et avant tout à appliquer des stéréotypes agistes aux personnes plus âgées. Donc je reprends mon exemple du CV d'une personne qui a 25 ans et d'une personne qui a 55 ans. Les critères qui sont donnés par les recruteurs pour choisir la personne jeune. Et on parle de 15 recruteurs qui ont tous pris une personne jeune pour un travail qui est un travail de commercial, donc qui n'est pas un travail physique en tant que tel. Vous devez aller vendre quelque chose. Les critères qui ont été donnés pour refuser la candidature de la personne plus âgée, c'est quoi? Cette personne-là, elle va sans doute être absente plus souvent du travail parce qu'elle est plus vieille. C'est faux.
une personne jeune est plus souvent absente qu'une personne vieille au travail. D'accord ? Les jeunes sont plus souvent absents pour des raisons familiales notamment, mais pas seulement. Les personnes âgées, elles, sont beaucoup plus constantes dans leur travail et dans leur présence au travail notamment. Même chose, en fait, un autre critère qui était amené, c'est par exemple les personnes âgées ou les aînés ou les personnes un peu plus âgées dans l'entreprise ne sont pas capables finalement de parcourir la même distance tous les jours qu'une personne plus jeune. Je vois qu'il habite à 25 km, je me dis, comme il est âgé, il aura peut-être du mal à faire cette distance-là. C'est basé sur rien du tout. C'est basé sur un ressenti, sur un stéréotype. Le recruteur en tant que tel, il va discriminer 2 CV basés sur sa perspective, sur sa perception de ce que c'est le vieillissement. Et donc, on va voir apparaître 2 phases différentes de l'agisme. On va voir apparaître une phase qui touche aux représentations, où on va dire en fait... attendez, il y a une diapositive qui a sauté. Oui. On va voir apparaître une composante de ce qu'on appelle la représentation sociale. C'est représentatif. Donc là, on va dire, cette personne-là, elle ne va pas être suffisamment performante au travail parce que justement, on sait qu'elle va peut-être être plus souvent absente, sans qu'il y ait d'études scientifiques qui prouvent ça, c'est même plutôt le contraire qui est prouvé. On va dire qu'elle n'est pas suffisamment apte à résister aux changements dans l'entreprise. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup aussi quand on travaille dans les milieux de vie et dans les milieux de travail avec les recruteurs. On se rend compte qu'effectivement, beaucoup de recruteurs considèrent qu'un aîné, il aura du mal à s'adapter aux changements d'équipe, aux changements de l'organisation de l'entreprise. Finalement, comme s'il était toujours retenu par son âge pour avancer dans la vie. Et donc, on a tous ces stéréotypes agistes, ces préjugés, ces fausses croyances envers un groupe d'âge. Il faut bien se rendre compte que c'est des choses qui n'ont pas de validité empirique. C'est quelque chose qui n'existe pas dans la réalité. C'est juste une idée qu'on se fait d'une catégorie d'âge. L'autre élément très intéressant, c'est aussi que ça s'exprime évidemment pas seulement dans les idées qu'on a, mais ça s'exprime de manière active. On le fait au quotidien. On va pas simplement garder ça dans notre tête, on va discriminer en fonction de l'âge, on va créer du préjudice envers un groupe d'âge. Et là, je vais vous donner un exemple très simple d'une recherche qui a été faite en Angleterre il y a 2 ans. Les sociologues, en fait, ont mené une recherche auprès de médecins qui diagnostiquaient certaines maladies aux aînés. Et on s'est rendu compte qu'en fait, beaucoup de médecins sous-diagnostiquaient des maladies mortelles, comme le cancer, par exemple, ou d'autres types de maladies, à partir de stéréotypes agistes. On disait, par exemple, je vais prévenir une personne plus jeune parce que je sais que sa durée de vie peut être plus longue. Mais quelqu'un qui est déjà en bout de ligne, en bout de vie d'une certaine manière, je ne vais pas forcément lui dire. Parce que je sais qu'elle n'a plus que 3-4 ans à vivre dans tous les cas. Donc ce n'est pas la peine de lui proposer un traitement d'une certaine manière. Donc vous voyez que ce type de stéréotype existe concrètement dans le travail même des médecins, des personnes qui sont supposées justement prendre soin des personnes les plus fragiles. Et ce n'est pas fait volontairement, c'est fait inconsciemment généralement. On ne va pas chercher à associer nécessairement à un prolongement de la vie très long, une personne qu'on va considérer comme faisant partie du groupe des aînés. Donc, représentative, active, l'agisme s'exprime à 2 niveaux. Et la sociologie au Québec, quand on travaille sur l'agisme, va en fait chercher à modifier l'aspect des représentations sociales. On ne va pas nécessairement travailler sur l'aspect actif, parce que c'est très compliqué de faire prendre conscience à quelqu'un, de le responsabiliser, de lui faire réfléchir au quotidien à tous les stéréotypes agistes qu'il utilise. Par contre, on peut travailler sur l'image sociale des personnes âgées, sur le fait tout simplement de donner une meilleure place à nos aînés dans la société. Et donc on va véritablement insister sur l'idée que les générations n'existent pas en tant que telles en dehors des représentations sociales. En fait, on va tout simplement dire que ce qui sépare les générations, ce n'est pas l'âge, c'est la représentation qu'on associe aux jeunes et celle qu'on associe aux personnes âgées. Et donc, le vieillissement, plutôt que d'être considéré comme la fin de la vie, le bout de la course, toutes les métaphores qu'on utilise pour parler finalement de la vieillesse, on va plutôt dire que le vieillissement n'est non pas une forme de solitude, de déchéance, de dépendance, mais plutôt insister sur le potentiel d'échange intergénérationnel. On ne va pas opposer la catégorie des jeunes et la catégorie des aînés, mais on va plutôt dire qu'elles sont dans une même continuité. Il n'y a pas tant de différence que ça entre un jeune et une personne âgée, un aîné. C'est la différence qui existe, c'est nous qui la construisons en bonne partie. Et donc, on va faire un petit exercice ensemble pour essayer de comprendre ça à travers un certain nombre de publicités
qui justement renvoie à des stéréotypes agistes, à cette composante représentationnelle de la discrimination envers les aînés. Donc là, je vais vous demander, en fait, on va regarder ensemble 3 petites publicités, très courtes, c'est 20 à 30 secondes, les publicités. Il y en a certaines qui viennent des États-Unis. Donc je pense qu'il y en a une qui est en anglais. Les autres ont déjà été diffusées au Québec, pas forcément récemment, mais en tout cas, elles illustrent très bien différentes positions sur les aînés. Puis après, on va réfléchir ensemble à ce que ça peut vouloir dire pour vous en termes de stéréotypes. Mr. Hadley, would you like a Coke? Never had one. What else haven't I done? Hello? Doris? Huh? I've always loved you. Bombs away. Nice. Mr. Hadley, Donc là, vous avez une première publicité. Vous avez une première publicité qui évidemment porte sur Coca-Cola. Et donc, qu'est-ce que, selon vous, on associe en termes de stéréotypes en présentant ce genre de publicité-là? Oui. C'est comme si on disait qu'au vieux, vous autres, vous avez pas vraiment dit, mais si vous prenez cette boisson, ben, ça va vous rajeunir un peu. Pas rajeunir, mais vous allez pouvoir avoir plein d'expériences. Donc, c'est comme si on disait au vieux que votre vie est super plate. Il y a cet aspect-là, effectivement. Oui, madame. Moi, je vois plus le côté fin de vie, surtout, il faut tout faire avant de passer de l'autre côté. Oui, on est d'accord, effectivement. La fin de vie, surtout au début, vous voyez quelqu'un qui est dans son fauteuil, bon, qui ne bouge pas trop, et puis qui prend une bouteille de coke. Ouais. J'aimerais que chacun qui s'exprime avec le micro, parce qu'on n'entend pas quand Ok. ça vient d'en arrière, puis quand on parle en avant, on n'entend pas non plus. Ok, c'est beau. Ok. C'est beau. Donc juste pour donner les deux réponses des participants. Donc la jeune fille devant parlait justement de l'idée qu'on discrimine un peu les aînés en disant que leur vie est plate, etc. Et la dame derrière disait que la fin de vie avait effectivement une mauvaise image dans ce genre de publicité-là. Ouais. Ça nous dit quelque part que si tu prends quelque chose, je vais parler de la boisson, on a compris que si je prends du Coca-Cola, par exemple, je peux faire des choses qui ne sont pas nécessairement associées à mon âge. Par exemple, courir en avant d'un taureau, là, ok, à 70 ans. Mais moi, je pense que si on prend des exemples de la vie, parfois, il y en a des gens qui sont 2 ou peut-être 3 fois peut-être pas 3 là, mais 2 fois mon âge, parce que je suis pas si jeune que ça non plus. Parfois, je reste surpris, il y a des choses que je ne serais pas capable de faire. Bien sûr. Ok, de un, parce qu'ils en ont plus d'expérience, puis de deux, parce qu'ils en ont encore le goût de les faire. Je pense que ça n'a rien à voir avec l'âge non plus. Et tantôt, quand vous avez parlé de l'employeur, par exemple, ok, je pensais à parfois, si on dit qu'une personne d'un certain âge, mettons 40, 50 ans, va prendre un sac à dos, puis qu'il va s'en aller faire le tour du monde pendant 1 an, puis qu'après ça, il revienne à la place de prendre cette expérience-là comme quelque chose de positif, puis d'enrichissant, on va dire, ah oui, c'est comme si tu n'as pas vieilli, quoi. Okay? Fait que ça peut être considéré comme quelque chose pas approprié pour quelqu'un qui a 50 ans, mais par contre, un jeune de 18 ans qui le fait, ben, c'est très enrichissant. Tu vas être plus ouvert au monde, tu vas avoir une approche différente de la vie. Fait que ça peut jouer ou bien contre toi, ou bien pour toi, une expérience de même. Et l'autre, par exemple, je suis quelqu'un qui est passionné de voyage puis de la coopération internationale. Oui. Il y a beaucoup d'organismes qu'il faut avoir pas plus que 30 ou 35 ans pour pouvoir être admis dans tel ou tel programme. C'est comme si la générosité peut être sclérosée, si on veut dire ça comme ça, par l'âge qu'on peut avoir. Oui, c'est des bons exemples, effectivement. Un autre exemple très récent, d'ailleurs, vous avez peut-être vu ça dans les nouvelles, c'est qu'ils veulent interdire l'accès à l'Everest pour des personnes d'un certain âge. Justement parce qu'on considère qu'à partir d'un certain âge, c'est plus des choses que les personnes doivent faire. Donc effectivement... Les personnes handicapées, on a dit. Les, On n'a pas dit toutes les personnes âgées, on a dit les personnes handicapées.
Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que le handicap, on n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais c'est quelque chose aussi que la sociologie met en évidence, c'est que de plus en plus, depuis notamment les années 70, on va associer le vieillissement au handicap. La perte de mobilité, la perte d'autonomie au handicap. Légalement, par exemple, si vous regardez les textes de loi, si vous regardez les politiques qui sont liées à la dépendance, vous voyez très clairement un changement dans le vocabulaire. De personnes dépendantes, on va parler de personnes handicapées. Donc on a effectivement cette association qui est faite aussi, qui est liée à l'agisme, où on va dire une personne, plutôt que de vieillir dans une continuité, de simplement changer un peu son mode de vie, elle va développer certains handicaps en fait. Donc effectivement. Donc cette publicité-là, en fait, elle met de l'avant la première logique qu'on retrouve et que vous pouvez retrouver dans bien des publicités, en fait, si vous allumez votre poste en rentrant à la maison, qui est celle de cibler directement les seniors. On cherche en fait à leur vendre quelque chose en créant une image de leur catégorie d'âge, de leur groupe d'âge, qu'ils vont considérer comme positif, comme positive. Et donc là, on va chercher vraiment la consommation, et ça, toutes les annonces, par exemple, pour les croisières de luxe, toutes les annonces pour les produits de beauté vont aller chercher cette identification-là. Un bon exemple de ça, c'est par exemple cette publicité. Là, vous avez Catherine Deneuve, qui a moins de rides que moi, alors qu'elle est supposée quand même avoir 60 ans. Donc, quand on va chercher ce genre d'image-là, c'est évidemment pour susciter finalement le désir de ressembler à ces personnes-là. On cherche à favoriser ce qu'on appelle des processus d'identification directe. On veut être cette personne-là. C'est ce que le discours publicitaire veut évidemment mettre de l'avant, tout en créant une fausse image de la vieillesse. Parce qu'on n'a pas forcément envie soit de ressembler à Catherine Deneuve, soit de faire de la moto ou de sauter du plongeoir de 10 mètres quand on a 70 ans. Moi-même, je n'ai pas envie de le faire, alors que je n'ai pas 70 ans. Donc, c'est vraiment des processus d'identification directe qui sont justement à l'œuvre dans ce genre de publicité-là. On va voir une deuxième publicité qui justement met en évidence une autre dynamique d'agisme. Peut-être vous l'avez vue, celle-là, elle a circulé il y a quelques années au Québec. Pourquoi tu manges toujours ces bonbons, papy? Les Werther, parce qu'ils sont unis. Pourquoi? C'est exactement ce que j'ai demandé à mon grand-père. Et devine ce qu'il a dit. Il est temps de le découvrir par toi-même. Doux et crémeux. Quand mon grand-père me donnait un Werther, je me sentais vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Tout comme toi. Moi aussi, papy. Merci. Donc, qu'est-ce que, d'après vous, on essaye d'aller chercher quand on est publiciste et qu'on crée ce genre de publicité? C'est quoi l'image de la société qu'on cherche à renvoyer? Où est le petit? Pardon. Parce que si on essaie un peu de montrer les personnes plus âgées qui donnent leur expérience ou qui racontent leurs anecdotes aux personnes plus jeunes, à leurs petits-enfants pour vraiment leur donner leur histoire, leur faire partager ce qu'eux ont vécu, puis ce qu'eux aiment et n'aiment pas faire. On va effectivement miser sur l'expérience. On va mettre de l'avant que ce qui est positif dans le vieillissement et dans la vieillesse de manière plus générale, c'est l'expérience qu'on a à transmettre. Donc on va rapprocher la catégorie, le groupe d'âge des aînés des autres groupes d'âge en insistant sur le côté de transmission qu'il peut y avoir entre les générations. Donc ça aussi, c'est évidemment quelque chose qui va susciter une certaine adhésion. Donc après avoir ciblé directement les seniors, on va aller chercher l'idée que la vieillesse est symbolisée par la sagesse. Il faut savoir que si vous avez lu un peu de philosophie, par exemple, la philosophie a longtemps travaillé sur cette idée qu'on est passablement idiot et qu'en fait, c'est quand on vieillit qu'on devient sage. La sagesse, maintenant, c'est de vieillir. Et donc cette sagesse-là, cette idée que finalement, qui était représentée par Sénèque par exemple, qu'arrivé à un certain âge, en fait, on avait fait le bilan de sa vie. Et donc on était capable de prendre du recul et de contempler le positif, le négatif, de faire le tri, et qu'on devenait un peu une espèce de référent social. Les jeunes venaient nous voir, venaient nous demander des conseils. C'est exactement ce genre de logique-là qu'on retrouve dans ces publicités pour ce bonbon-là, Werther's Original. On devient le référent, le garant finalement de l'expérience sociale. L'objectif dans ces publicités-là, c'est aussi de toucher les autres générations, de stimuler une certaine empathie, une certaine compassion envers les aînés et de sensibiliser la personne âgée à son rôle dans la filiation intergénérationnelle. On retrouve beaucoup ça
notamment au niveau des politiques publiques qui cherchent beaucoup à insister sur cette filiation intergénérationnelle. On aurait pu parler par exemple de la question des proches aidants. Les proches aidants, c'est ces personnes qui finalement aident à un moment ou à un autre du vieillissement, notamment du vieillissement, mais pas seulement d'ailleurs. Une personne à gérer une dépendance, à gérer un handicap, à gérer une perte d'autonomie. Les proches aidants, finalement, quand on regarde les textes gouvernementaux à l'heure actuelle, on va insister sur l'idée que les proches aidants, c'est leur rôle d'une certaine manière dans la filiation intergénérationnelle de s'occuper de leurs parents ou de s'occuper de leurs grands-parents. Donc on va vraiment insister sur cette idée qu'il y a un lien entre les générations qui est basé sur l'idée d'entraide, sur l'idée d'expérience, sur l'idée de sagesse. Par exemple, si vous avez un certain nombre de campagnes de publicité, comme celle-ci, qui cherchent, en mettant en scène quelqu'un qui visiblement est relativement âgé, on ne parle pas de quelqu'un évidemment qui est à 95 ans, mais qui peut avoir peut-être 50, 60 ans, on va chercher justement à montrer que cette personne-là symbolise la sagesse. Et donc, par exemple, insister sur l'idée qu'il vaut mieux aller voir 2 radiologues, consulter 2 fois plutôt qu'une. Donc vraiment, stimuler l'empathie et essayer d'impliquer au niveau cognitif, au niveau intellectuel des autres générations, en mettant de l'avant ce rôle de sage, de repère que prennent les aînés. Dernière publicité qu'on va voir, c'est un peu le type de publicité qu'on retrouve à l'heure actuelle un peu plus depuis quelques années. Et vous allez voir que, celle-là vous l'avez sans doute déjà vue, et vous allez voir qu'elle a un message bien particulier à nous apprendre sur les aînés. Using only the freshest potatoes makes Lay's potato chips naturally irresistible. Alors, qu'est-ce qu'on essaye de montrer à travers ce genre de publicité, d'après vous? Est-ce qu'il y a des gens qui se sentent finalement attirés par ces personnes-là dans la publicité? Non, on n'a pas envie de leur ressembler. C'est l'objectif en fait de ces publicités-là. L'objectif, c'est tout simplement, et je vous ai mis une autre publicité aussi qui est celle d'une radio qui est supposée être pour les jeunes, d'utiliser la vieillesse comme un repoussoir. Montrer que finalement, ce qu'il y a derrière la vieillesse, c'est pas enviable. Donc on va jouer sur la carte de l'humour, toucher les jeunes en s'appuyant sur les stéréotypes liés à la vieillesse, dans un but évidemment marchand ici, c'est-à-dire vendre des chips. Mais la vieillesse comme repoussoir, c'est un stéréotype qu'on retrouve beaucoup dans les publicités à l'heure actuelle, et notamment les publicités à destination des jeunes. On va vraiment stimuler l'intérêt des jeunes en jouant sur la carte de l'humour, en disant par exemple, écoute cette radio-là, t'as pas envie de vieillir trop vite et de ressembler à ces personnes qui font semblant d'être jeunes avec leurs blousons de cuir, avec leurs chandails colorés, etc. Donc ces 3 types de publicités, on va chercher d'abord à identifier directement l'aîné, à aller le chercher personnellement pour qu'il s'identifie à quelqu'un de plus jeune, généralement. On va aller chercher le côté expérience, le côté sagesse, et on va utiliser l'aîné comme une espèce de repoussoir pour attirer les jeunes. C'est l'idée qu'en fait, et la publicité est toujours un bon exemple de ça, les représentations culturelles vont modifier notre perception des personnes âgées. Et ça, c'est valable à la fois d'un groupe d'âge vers celui des personnes âgées, mais également au sein même du groupe d'âge des personnes âgées. On va avoir tendance à dire, et c'est un proverbe qu'on entend souvent, on est toujours le vieux de quelqu'un. Quand vous posez la question, par exemple, à quelqu'un sur un marché, et vous lui dites quel est votre âge, est-ce que vous avez l'impression d'être vieux? La personne va vous dire à 60 ans, moi je suis jeune dans la tête, je suis en forme, j'ai pas l'impression d'être vieux. Par contre, c'est sûr qu'à 80 ans, je dirais peut-être pas ça. Donc on va, alors même que statistiquement, on est associé au groupe des aînés, repousser notre appartenance à ce groupe-là le plus loin possible dans les âges de la vie. Dire à 80 ans, finalement, c'est là que je serai un aîné. Alors qu'il y a une différence très importante, évidemment, entre un aîné de 60 ans et un aîné de 90 ans. Donc on va voir ces 2 dimensions-là. La publicité nous permet aussi d'étudier ces 2 dimensions-là en sociologie et montrer que l'agisme vient de l'intérieur du groupe des aînés comme de l'extérieur du groupe des aînés, véhiculé par d'autres groupes d'âge.
Donc, à partir de là, on va présenter, et je vais poser ma troisième question aux jeunes, justement, des collèges, les causes de l'agisme pour voir comment, justement, on peut traiter ces causes-là, comment on peut proposer des solutions concrètes pour lutter contre les représentations culturelles qui véhiculent des stéréotypes sur l'âge. Donc, j'avais posé cette question-là aussi dans mon petit questionnaire. Pourquoi les personnes âgées sont-elles considérées comme plus fragiles que les jeunes? C'est quoi la base de notre justification pour dire qu'une personne âgée est plus fragile qu'un jeune, par exemple? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre là-dessus? Non? Encore monsieur? Ah? Bon. Alors, je vais reprendre en fait mes mêmes exemples. Là. Je pour y aller simplement. Donc, moi, je pense qu'on s'appuie beaucoup sur, par exemple, les jeunes de Notre-Dame. C'est évident qu'à première vue, on se dit des personnes âgées, c'est plus fragile que nous. Ça a moins d'énergie. Ils vont avoir plus tendance à aller à l'hôpital, à être malades. Ça, c'est des impressions qu'on a sur le moment, instinctivement, mais c'est complètement faux. Ça n'a vraiment pas rapport parce qu'on se base vraiment sur une réalité qui est minoritaire. Par exemple, la situation qui est ici, des personnes qui sont dans ces situations-là, par exemple, mon grand-père fait de l'Alzheimer, il est en centre aussi, mais c'est quand même pas une majorité de la population, mais malheureusement, souvent, on a tendance à se baser sur le pire, focaliser sur le pire et de généraliser pour un groupe d'âge au complet. Puis on dit aussi, les jeunes sont en forme, ils s'alimentent bien, ils sont jeunes d'esprit, ils sont actifs. Par exemple, Notre-Dame, Brébeuf, on pense à ça. C'est des écoles qui sont actives, qui font du sport. Mais regardez certaines écoles publiques, le sport, c'est vraiment pas on mise pas là-dessus. L'alimentation des cafétérias est très mauvaise. Donc, on fait des associations qui n'ont pas nécessairement une validité. Donc, certains jeunes sont très, très, très fragiles. Certains vieux sont très en forme. Donc, on se base vraiment sur des stéréotypes de la société pour affirmer cette question, à mon avis. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire. Est-ce qu'il y a des commentaires là-dessus? Oui, ta camarade veut intervenir. Bonjour, je vais à Brébeuf et je voudrais juste vous faire part du point de vue des jeunes. Donc, pourquoi des fois on a des stéréotypes sur vous? C'est parce que souvent on voit des publicités qui nous montrent l'image qu'ils ont de vous. Donc, il y a des personnes on voit souvent des images de vieux devant les hôpitaux. Et donc, nous autres, on pense, bon, OK, les vieux, ils vont aux hôpitaux très souvent. Aussi, il y a des publicités de Coca-Cola qui attirent notre attention. Et nous autres, on se voit, OK, donc, il y a une grosse comparaison entre les deux. Il y a les vieux d'un bord qui, eux, ils sont en train de struggle pour aller chercher un sac de chips, tandis que le jeune, lui, il a juste à gambader puis le prendre. Donc là, dans notre tête, on se dit, OK, donc le jeune, c'est ça, et le vieux, c'est ça. Donc, c'est pour ça que nous autres, on a des stéréotypes. Puis en plus, en tant qu'humain, ce qu'on fait, c'est imiter. Et ce qu'on voit, on le prend, puis c'est ancré dans notre tête. Donc, du moment qu'on voit une publicité, ça influence nos pensées. Et on est très influençable, honnêtement. Et c'est pour ça que des fois, on a des stéréotypes sur vous. Et c'est pas à prendre personnellement. Je pense qu'il faut juste éduquer la société. Et si on est capable de bien éduquer les jeunes, ben, il n'y aurait pas de problème sur l'agisme. C'est ça. Merci pour ce cri du cœur. Ce qui est intéressant, effectivement, dans la question de juger un aîné plus fragile qu'un jeune ou qu'un adulte, par définition, c'est surtout aussi de voir qu'il y a un critère qui est celui, finalement, de ce qu'on appelle la gestion de la peur quand on parle de l'agisme. On va avoir tendance, en fait, à repousser certaines personnes qu'on va associer, par exemple, à la maladie, comme disait le monsieur, qu'on va associer à la mort, qu'on va associer à quelque chose qui ne nous fait pas envie dans l'absolu. Et donc, quand on travaille sur les causes de l'agisme, il y a 5 causes principales de l'agisme. La toute première, c'est évidemment, et c'est la plus importante sur laquelle travaillent à l'heure actuelle, notamment les pouvoirs publics, c'est celle de la méconnaissance du vieillissement. On ne sait pas ce que c'est vieillir. Ce qui est très étonnant, puisqu'on vieillit tous. Mais à partir du moment où vous naissez, vous vieillissez. Donc, par définition, méconnaître le vieillissement, c'est méconnaître ce qui nous attend, d'une certaine manière. Donc, on refuse d'envisager ce qui peut nous attendre. La maladie, la perte d'autonomie,
le potentiel disparition de notre réseau social parce qu'on va avoir moins de monde, ou le monde qu'on connaît va disparaître progressivement. Et donc ces éléments-là, plus fatalistes, plus négatifs, on va avoir tendance à les associer au vieillissement sans forcément savoir véritablement que tout ça n'est pas propre au vieillissement. Par exemple, un deuil, vous pouvez très bien le connaître alors que vous avez 15 ans. Associer l'idée qu'une personne qui serait à 65 ans, 70 ans, plus sensible au deuil, ça n'a pas de sens en fait. Généralement, notamment à cause de son expérience, il a déjà fait rencontrer la mort à un moment ou à un autre. Et donc il va être beaucoup plus capable de réfléchir sur cet aspect-là du décès, sur cet aspect-là finalement de la disparition de quelqu'un. Et donc on a tendance à montrer dans les études que moins on est informé sur les personnes âgées, sur la vie des aînés, et plus finalement on discrimine. C'est d'ailleurs pour ça que des bénévoles, des jeunes bénévoles qui travaillent dans des instituts comme ici, ont un espèce de regard beaucoup plus réflexif, avec un pas de recul beaucoup plus important que d'autres jeunes du même âge qui finalement ne connaissent absolument pas la réalité des personnes âgées ou des aînés, à part peut-être leurs grands-parents, qui s'ils sont en forme, finalement, n'ont jamais posé de questions ou n'ont jamais posé de problèmes qui puissent être liés au vieillissement. Donc premier critère, la méconnaissance du vieillissement. Le deuxième critère, on en a parlé, c'est évidemment tous les stéréotypes qui existent. Une personne âgée est forcément a forcément des rides, a forcément des cheveux gris. Toute la perception sociale finalement de la vieillesse vont nous amener également à avoir des critères de discrimination envers les aînés, à finalement faire de l'agisme. Le troisième critère, qui est aussi très important, un peu plus compliqué à comprendre, c'est le fait qu'en tant qu'individu, on fait aussi de l'agisme pour se protéger. On fait de l'agisme pour se protéger de ce que symbolisent les aînés. C'est une mécanique qui a été mise en évidence par la psychologie sociale notamment. Les jeunes, par exemple, en associant le fait de mourir, la mort de manière générale, aux aînés, se protègent dans leur identité sociale, se protègent en tant que jeunes, en n'envisageant pas cette possibilité, en l'associant à un groupe d'âge qui est le plus loin possible du leur. Et donc on va se protéger en tant qu'individu et en tant que groupe en gérant justement cette peur-là. Un autre mécanisme de protection, c'est ce qu'on appelle la gestion de la frustration. Dans une société, par exemple, comme le Québec, qui connaît des problèmes au niveau de son équilibre budgétaire, pour prendre un exemple, on va finalement souvent dire un des problèmes dans la société, c'est le vieillissement de la population. La population vieillit, ça coûte cher de prendre soin des aînés finalement, et donc c'est un peu eux qui nous mettent dans le trou au niveau économique. Il y aura bientôt plus assez de personnes pour payer les retraites, on va allonger la durée de vie, la durée de vie professionnelle des personnes pour qu'ils puissent travailler le plus longtemps possible. Et donc on va associer une frustration qui est due à une situation sociale, une situation de déficit économique, une situation où il y a une certaine difficulté à rentrer sur le marché du travail, à un groupe d'âge. Et on va vraiment dire, par exemple, à l'heure actuelle, le problème dans la société, c'est le vieillissement de la population. On va voir un exemple juste après, une citation du maire de Québec, Régis Labaume, qui illustre très bien ça, en fait. Donc, gestion de la peur, gestion de la frustration, c'est deux mécanismes psychologiques qu'on retrouve beaucoup comme cause de l'agisme. Le contexte socio-culturel est aussi quelque chose qui joue beaucoup. J'aurais pu, par exemple, vous parler de la différence entre le Japon et le Québec. Au Japon, il y a une politique gouvernementale qui permet aux entreprises d'embaucher des personnes de plus de 70 ans. Donc, à 70 ans, vous êtes plus attractif que quelqu'un qui a 45 ou 50 ans, par exemple. Pourquoi ? Parce que l'État paye la moitié de votre salaire et l'État paye également tous les aménagements sur les outils, sur les machines dans une entreprise qui doivent être faits pour une personne de 70 ans. Donc ça, on parle de contexte socio-culturel. Dépendamment d'un pays, la place des aînés est évidemment très différente. Au Japon, l'espérance de vie, notamment des femmes, est la plus importante des pays occidentaux. Et donc, on sait qu'on doit garder intégré socialement le plus longtemps possible les personnes âgées et les aînés en l'occurrence. Donc, ce contexte socio-culturel-là joue. Il y a des contextes où l'agisme est plus présent que d'autres. Finalement, ce qui joue également, le dernier critère, c'est la ségrégation des âges. On va avoir tendance à associer à un âge un lieu, par exemple. On va créer des résidences pour personnes âgées, pour aînés. On va créer une institution spécifique pour gérer un groupe d'âge. Pourtant, il n'y a pas de résidence de jeunes, par exemple. Il n'y a pas de résidence d'adultes non plus. Donc on choisit de différencier ce groupe d'âge-là
que sont les aînés en créant une institution sociale comme un CHSLD, par exemple, pour gérer une partie de la population. C'est une forme de ségrégation aussi, et c'est évidemment une cause de l'agisme. Beaucoup de recherches à l'heure actuelle en sociologie travaillent justement sur les abus qui sont faits aux aînés dans les CHSLD, et on voit que le fait d'isoler une catégorie de la population souvent fragile, parce que liée à des dépendances, liée à des handicaps, etc., les mettre tous ensemble, ça ne fonctionne pas en fait. Il y a des difficultés, et donc on essaye de faire valoir peut-être un mix intergénérationnel un peu plus important. Donc le temps file. Précision très importante, ces causes de l'agisme fonctionnent toutes en même temps généralement. Il n'y en a pas juste une qui s'exprime dans la société, elles sont généralement observables en même temps dans toutes les sociétés, et notamment au Québec. Alors, on va lire ensemble cette petite citation, enfin cette longue citation, pardon, de Régis Labaume, donc maire de Québec, qui, dans une interview qu'il a donnée à l'actualité. Et vous allez voir que là-dedans, on retrouve beaucoup justement d'éléments qui sont des causes de l'agisme. Donc Québec est la ville la plus âgée au pays. Sa population est la deuxième au monde pour ce qui est de l'âge, après celle du Japon. Des regroupements de l'âge d'or me disent « Monsieur Labaume, vous n'aimez pas les vieux. Que voulez-vous? Je suis sociologue. » C'est moi qui souligne, je suis sociologue. Il n'est pas vraiment sociologue, heureusement d'ailleurs. Une ville qui vieillit s'appauvrit. C'est un fait mathématique. Les retraités dépensent ailleurs, ils voyagent, ils achètent rarement des chaises hautes ou des grippins. Ils utilisent beaucoup de services municipaux, gratuits de préférence. À la bibliothèque, ils veulent des livres, Internet, des DVD, des trottoirs bien déneigés. Il faut que ça se paie, ces affaires-là. Toutes les décisions prises par la ville doivent être en harmonie avec ces nouvelles valeurs. On ne construira pas la ville en fonction des gens de 53 ans. Mon directeur général, qui est très vieux, a 63 ans. Je lui dis « Tu es trop vieux, ton jugement n'est plus bon. Le mien non plus n'est pas bon. » Il est réaliste au moins, c'est ça l'intérêt à la fin. Mais ce genre de discours-là, vous le retrouvez, j'aurais pu prendre plein d'exemples de personnes qui justement justifient certaines politiques publiques à partir de stéréotypes agistes. Les personnes âgées sont un peu chialeuses, elles ont tendance à demander trop de services, étant donné qu'elles sont plus productives économiquement, elles n'apportent pas grand-chose à la ville, donc pourquoi on envisagerait l'avenir de la ville de Québec à partir de sa population aînée? C'est le genre de raisonnement qu'on retrouve beaucoup à l'heure actuelle, notamment dans les villes qui cherchent un petit peu à cacher leur population aînée. Donc ça, c'est un bon exemple de stéréotypes, de propos agistes qui sont tenus par un responsable politique. Donc finalement, la dernière partie de ce que je voulais vous présenter essaye justement de rebondir sur ces questions-là, de traiter ces questions-là. Et je voulais vous parler un peu de tentatives qu'on fait en sociologie justement du vieillissement pour remédier à ces problèmes, à ces différentes causes de l'agisme, en vous présentant en fait une théorie. Je vais y aller léger, vous inquiétez pas, qui porte justement sur ce qu'on appelle le concept de déprise. À l'heure actuelle, c'est une des pistes qui est privilégiée en sociologie pour étudier l'idée que le vieillissement est un processus et non pas une rupture entre des groupes d'âge. Et donc, on va aller de l'avant vers l'idée que, en fait, ce qui se passe en fait quand une personne vieillit, c'est qu'elle réaménage son existence. Elle ne perd pas forcément en intérêt. Sa vie ne perd pas forcément en intérêt. Bien au contraire, elle retrouve du sens qu'elle avait peut-être oublié justement dans les âges précédents, l'âge adulte ou la jeunesse. Et donc, pour une définition de la déprise, ce serait de dire le processus de réaménagement de l'existence se produit au fur et à mesure que les personnes qui vieillissent doivent faire face à des difficultés accrues. Donc on renverse la perspective. On ne dit pas, parce qu'il y a des difficultés, la personne finalement vit moins bien. On dit, justement, il y a des difficultés, donc la personne est capable de s'adapter. Donc on essaye de mettre de l'avant l'aspect positif qu'il peut y avoir de la capacité d'un individu à s'adapter à une condition qui peut être déclinante, effectivement. Et donc, la déprise permet d'éviter l'idée de la rupture, d'une rupture due à la vieillesse, qui favorise les mécanismes de l'exclusion et de l'agisme. Je prends un exemple très simple qui est celui de la retraite. Le passage à la retraite, peut-être que certains l'ont expérimenté ici, j'imagine, ça peut être violent. Du jour au lendemain, vous ne travaillez plus, vous avez peut-être travaillé 30 ans à la même place, vous ne voyez plus vos collègues de travail. Il y a une façon de réagir qui peut être un peu difficile. On voit souvent d'ailleurs les hommes
être un peu en perdition d'une certaine manière. Ah, j'ai plus mon travail comme repère, comment je vais réorganiser ma vie, etc. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, la personne va changer son registre d'activité. Elle ne va pas s'enfermer chez soi en attendant la mort. Au contraire, elle va développer d'autres types d'activités. Du bénévolat, venir à des conférences comme vous le faites par exemple, finalement réorganiser sa vie à travers l'avancement en âge. Et pas considérer qu'il y a un pic dans notre parcours de vie, dans notre vie, à partir de 50 ans on décline et on fait que chuter finalement jusqu'à la fin, à savoir la mort. On est capable finalement de réaménager notre existence. Et pour vous donner un exemple de ça, je vais vous citer une recherche qui a été faite en psychosociologie et qui porte sur le pianiste Arthur Rubinstein. Je ne sais pas si certains connaissent ce pianiste-là, très célèbre concertiste, et qui, lui, en fait, illustre très bien la théorie de la déprise, puisque justement, il a appris à réaménager son existence due à des limitations physiques. En psychologie, on va parler d'optimisation avec compensation. C'est un terme un peu technique, mais qui veut dire justement réaménager son existence. Il va le faire d'abord puisqu'il développe une arthrite très importante. Donc ses doigts ont du mal à jouer les gammes. Alors, il va se dire, j'ai que deux choix. Soit j'arrête de faire du piano, et donc ma vie n'a plus de sens, soit je change ma façon de jouer. Et donc il faut le faire, hein. Arriver à 65 ou 70 ans, changer la façon de jouer qu'on a depuis des années, ça demande de l'effort. Mais il va réussir à le faire d'abord en sélectionnant certaines pièces de son répertoire. Donc on va faire une sélection de certaines activités. Il ne peut pas jouer tous les morceaux, certains sont trop rapides par exemple, donc il va prendre les morceaux qui sont pour lui les plus faciles à jouer. Il va également décider finalement de s'investir dans certaines pratiques, dans certaines activités qu'il ne faisait plus depuis plusieurs années. Donc il va beaucoup plus s'entraîner. Jusqu'à ce qu'il ait de l'arthrite, il était finalement dans une routine où il faisait ses concerts, il faisait ses présentations, mais il s'entraînait assez peu. Là, avec la transformation physiologique, il va se réinvestir dans le piano, il va redécouvrir ce que c'est le piano d'une certaine manière, en s'entraînant à nouveau comme un jeune. J'allais dire comme un jeune, mais non, comme quelqu'un qui est passionné finalement par cette activité-là. Et l'autre élément, ça va être finalement de changer sa façon de jouer. Si vous avez eu la chance d'écouter Rubinstein en concert dans les dernières années de sa vie, vous vous rendez compte que finalement, c'est quelqu'un qui a changé la façon de jouer certains morceaux. C'est-à-dire qu'il va accélérer des moments lents pour éviter le contraste qu'il peut y avoir entre les moments très difficiles pour les doigts, notamment la partition rapide, et finalement le moment plus calme. Donc il va compenser, d'une certaine manière, sa déficience, sa dégénérescence osseuse au niveau des doigts, pour justement continuer à être le concertiste de génie qu'il était. Et donc c'est un bon exemple de déprise, parce que c'est quelqu'un qui choisit de ne pas dire simplement « j'arrête l'activité qui a le plus de sens pour moi ». Je vais tout simplement en fait réaménager mon existence à partir de là. Et vous n'avez pas besoin d'être Rubinstein pour le faire. On le fait tous au quotidien d'une certaine manière. Arrivé à un certain âge, on est peut-être plus capable de conduire aussi longtemps, mais on conduit sur des plus petites distances. On est peut-être plus capable de s'occuper d'un jardin de plusieurs hectares, mais on va cultiver son potager. Donc il n'y a pas une rupture, il y a une transition, il y a un changement qui se fait. Mais il n'y a pas de rupture qui serait liée à l'entrée dans la vieillesse ou qui serait liée à l'appartenance au groupe des aînés. D'autres solutions proposées, je vous ai mis ici certaines conclusions du Conseil des aînés du Québec, qui en 2010 a rendu un rapport justement sur l'agisme, très intéressant. Il s'inspirait notamment du travail du Sénat canadien, qui pour une fois travaillait sur un sujet, qui avait rendu un rapport en 2009 justement sur la question de l'agisme, notamment basé sur les travaux qui avaient été faits en Ontario par la Cour de l'Ontario, qui essayait de réfléchir aux pratiques de certains avocats qui justement avaient des pratiques, des tendances agistes, c'est-à-dire qu'ils choisissaient de parler aux enfants de leurs clients plutôt qu'à leurs clients eux-mêmes parce qu'ils les considéraient comme trop vieux, etc. Donc on a cette logique-là qui a été mise en évidence par certaines recherches en Ontario, et donc ça a été ensuite analysé par le Sénat, puis par le Conseil des aînés. Et au Québec, en fait, on est bien loti d'une certaine manière, puisque ce Conseil des aînés-là, ce rapport-là, fait figure de référence dans le monde francophone. On a vraiment pris conscience assez tôt de ce problème-là. Et donc les pistes de solutions qui sont proposées, c'est par exemple de faire connaître la réalité des aînés québécois.
Donc l'Association québécoise de gérontologie a reçu un financement en 2011 de 3 ans pour faire un certain nombre de publicités, un certain nombre d'activités pour justement faire connaître la réalité du vieillissement à la population. Donc vous avez peut-être déjà vu ces publicités, l'agisme, parlons-en, etc., qui cherchent à mettre de l'avant la réalité des aînés. On va également encourager les nouveaux chercheurs à adopter le champ de recherche prioritaire du vieillissement. Il faut absolument, à l'heure actuelle, on a un besoin criant de personnes qui s'intéressent à ce champ-là. On est très en retard au Québec par rapport à d'autres pays d'ailleurs. Des sociologues, des psychologues, des démographes, des gens qui finalement vont être spécialisés dans le vieillissement et qui vont nous donner des moyens d'action. On commence à le faire, notamment en sociologie, mais c'est quelque chose vers lequel il faut vraiment orienter les jeunes du Collège Notre-Dame et de Brébeuf, si vous cherchez du travail. Il y a des choses à faire dans tous les champs qui traitent du vieillissement. Faciliter également le partage d'expériences réalistes avec des personnes âgées. Un peu ce que certains font en faisant du bénévolat avec les personnes âgées, ce que l'on fait ensemble également. Donc essayer de se rapprocher des personnes âgées, de ne pas les isoler dans leur contexte à eux, entre eux, mais justement de favoriser le rapport intergénérationnel. On va également faciliter, et ça c'est plus au niveau légal, la possibilité de dénoncer la discrimination dans la Charte québécoise des droits et des libertés de la personne. Donc ça, ce dossier-là, il avance. On va y arriver à pouvoir faire de l'agisme quelque chose qui peut être puni par la loi. Notamment parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler, mais un des coûts sociaux de l'agisme, c'est évidemment une certaine forme de violence psychologique qui est faite aux aînés, au sein des familles notamment, qui vont pousser les aînés à être dans une position qui finalement tombe sous le coup de la Charte québécoise des droits et des libertés de la personne. On va également considérer que la lutte contre l'agisme est un programme global. On ne peut pas simplement créer une loi et dire c'est ça qui va sanctionner l'agisme. Pourquoi ? Parce que comme on l'a vu, l'agisme c'est à la fois représentatif et actif. Donc la loi viendra stopper le côté actif, viendra mettre une barrière pour dire aux gens tu ne peux plus le faire d'une certaine manière. Mais les représentations socioculturelles, elles vont rester. Tant qu'on n'est pas capable de comprendre, par exemple, l'impact que peut avoir la publicité sur les jeunes, comme le disait la jeune fille tout à l'heure, on n'est pas capable de comprendre qu'il y a un problème à ce niveau-là, qu'il faut traiter, qu'il faut solutionner. Donc pour conclure, et je m'excuse d'avoir été un peu long, l'agisme n'est pas une fatalité, mais une construction sociale. Et c'est vraiment ça que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui. On crée de l'exclusion parce qu'on le veut bien. D'accord ? On est une société au Québec où on n'est pas spécialement pire que les autres. On est plutôt dans la moyenne, on va dire. Mais on le fait à partir de stéréotypes sur l'âge qu'on véhicule chacun d'entre nous. Qu'on soit un aîné, qu'on soit un jeune, on a tendance effectivement à véhiculer des stéréotypes basés sur l'âge. C'est pour ça que l'agisme est le problème de tous. Il est créé par des groupes d'âge extérieurs plus jeunes, mais également au sein du groupe d'âge des personnes âgées. Et finalement, gardez aussi l'idée que, pour ce qui concerne la sociologie, la perception de la vieillesse comme continuité permet justement de lutter contre l'agisme, de dire que quand on est, il y a un parcours qu'on suit tout au long de notre vie, et il y a des moments où finalement on va avoir peut-être à réaménager notre existence, mais pas seulement quand on entre dans la vieillesse. Ça peut être aussi lié à une rupture, à un deuil, à un changement de pays, etc. On va faire le même processus tout au long de notre vie. Donc c'est simplement cette idée-là que sur laquelle je voulais insister. Je vous remercie et évidemment, si vous avez des questions, des commentaires, je vous ai mis aussi mon courriel si certains veulent communiquer avec moi là-dessus.